Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes heureux de vous retrouver pour l'invité de la mi-journée. Ce mercredi, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Issa Oumar Bass. Il est le président de l'Association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal, APASEN. Issa Oumar, bonjour. Bonjour Pierre, comment allez-vous? Bien, vous. Je salue tous les téléspectateurs et surtout les producteurs horticoles de la zone des Niayes. Oui, et votre secteur, comment il se porte? Je dirais que nous avons de très sérieux problèmes en ce moment. Ce n'est pas des problèmes conjoncturels. Et chaque année, nous sommes obligés de nous adresser aux populations sénégalaises à travers les médias pour faire comprendre la situation que nous traversons. Et ça veut dire que les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sont pas des problèmes conjoncturels, mais c'est des problèmes structurels. Et des problèmes structurels auxquels on n'a pas véritablement apporté des solutions jusqu'à présent. On n'a pas cherché en fait à trouver la racine du mal pour pouvoir l'endiguer et ainsi créer les conditions pour que les problèmes cessent de réapparaître chaque année. Avez-vous fait un diagnostic de ces problèmes-là? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces difficultés que vivent votre secteur, les productions agricoles au Sénégal? Je dirais que l'État a défini beaucoup de politiques en termes de production horticole pour la satisfaction des demandes au niveau national, mais aussi en termes de la volonté de créer des emplois à travers l'horticulture. Ça, c'est un fait qui est réel. Et beaucoup d'argent a été dépensé. La volonté politique, elle est là? Non, la volonté politique. En tout cas, sur la base de l'observation que moi j'ai faite, la volonté politique des différents gouvernants du Sénégal, du président Abdoulaye Wade jusqu'à présent, la volonté, elle est là. La volonté de changer, la volonté d'améliorer est là. Mais seule la volonté ne suffit pas. Non, seule la volonté ne suffit pas. Et beaucoup d'argent aussi a été injecté dans le domaine de la production horticole. Seulement, les politiques, seulement la manière dont les politiques ont été définies ne va pas dans le sens d'atteindre les objectifs qui ont été définis. Nous avons beaucoup de structures qui ont été mises en place par l'État du Sénégal dans le domaine de l'agriculture. Nous avons les PRODAM à Matam, nous avons les PRODAC, nous avons ANIDA, nous avons beaucoup de structures, les PUDC, nous avons beaucoup de structures. Et le problème reste entier. Le problème reste entier. Le problème reste entier pour la bonne et simple raison que nous avons aussi un autre programme qui a été développé récemment, le PEDIDAS, tout ça. Et le PACAO? Le PACAO, c'est plus dans l'accompagnement pour la constitution de coopératives agricoles. Donc, le problème, c'est quoi? D'abord, il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup d'agences ou d'entités qui ont été mises en place pour le même objectif. Et la manière dont le concept même a été développé, ça pose problème parce que on définit des programmes, on définit des projets sans pour autant des programmes et des projets qui s'adressent à des populations, à une cible bien particulière, mais la cible elle-même n'est pas consultée lors de l'élaboration des programmes et des projets. Ce qui fait que parfois on dépense beaucoup d'argent, on dépense des milliards et au finish, ce que l'on propose n'est pas utilisé. Je donne des exemples très, très simples. Vous allez dans la vallée du fleuve aujourd'hui à Matam. On a ce qu'on appelle le PRODAM. Le PRODAM, c'est le programme pour le développement agricole de Matam. Ce programme a créé ce qu'ils appellent des SIPA, des sociétés d'intensification de la production agricole. Et c'est des milliards, c'est 53 milliards qui a été dépensé pour ça. Mais véritablement, il n'y a eu aucun effet visible. Moi, je suis de Ourossogui. Il y a un SIPA là-bas. Les investissements qui ont été faits pour ce SIPA, ça dépasse au minimum 600 millions. Tout a été fait là-bas. Et ça a été proposé aux populations, mais ça n'a pas marché. L'objectif, c'était de combattre l'insécurité alimentaire, mais aussi de créer des emplois. Ça n'a pas marché du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, les populations n'ont pas été intégrées et consultées dans l'élaboration du programme. C'est la même chose partout. Vous allez à ANIDA, c'est la même chose. ANIDA, précisément.
Anida. Anida, c'était plan REVA. Je donne un exemple très concret. C'était sous Ablaye Wade. C'était sous Ablaye Wade, plan REVA. Nous avons que la volonté en fait du président Ablaye Wade de créer des emplois à travers l'agriculture, mais aussi de réaliser l'autosuffisance alimentaire. C'était là. Et il a dépensé beaucoup d'argent sur ça. Plan REVA avait créé une ferme agricole au niveau de Tchep, la commune de Tchep. Ils ont pris 600 hectares. Dans la région de Louga. Dans la région de Louga. Et nous avons des problèmes aujourd'hui là-bas. Ils ont pris 600 hectares qu'ils ont aménagés. Ça a été aménagé et ça a été divisé en des parcelles de 5 hectares qui ont été attribuées non pas aux jeunes et aux populations de la commune de Tchep, mais à des gens qui sont venus d'ailleurs, c'est-à-dire de Dakar ou bien des États-Unis ou bien d'Italie, nos parents qui sont immigrés. Ils n'ont pas travaillé ces terres parce que ce n'est pas des agriculteurs. Et ils ne sont pas de la commune, ils sont loin de là-bas. Maintenant, les terres sont là et personne ne les utilise. Donc ça, c'est une erreur très grave. Ça a été commis c'est une erreur qui a été commise, une approche qui a été développée par Plan REVA et maintenant Anida, et ça a échoué. Oui, mais est-ce que cette politique parcellaire du secteur-là, c'est-à-dire cette organisation en filière, ne pose pas problème? Ça pose de très sérieux problèmes. Vous savez, les problèmes, par exemple, en ce moment, nous rencontrons des problèmes avec la pomme de terre, la commercialisation de la pomme de terre. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons un géant étranger qui est ici au Sénégal, qui s'appelle Sénégindia, qui nous pose des problèmes chaque année aux petits producteurs agricoles sénégalais. Qui pose problème chaque année. L'État ne peut pas développer, ne peut pas vouloir créer des emplois à travers l'agriculture tout en donnant trop de pouvoir à des institutions, à des organisations, à des entreprises de la dimension de Sénégindia pour que cette organisation puisse faire concurrence et compétition contre les petits agriculteurs sénégalais. Cette année, nous avons des problèmes avec la pomme de terre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont en train d'inonder le marché avec leurs pommes de terre. Ils commencent à cultiver avant nous et c'est de l'agrobusiness, c'est 1300 hectares qui sont en train de cultiver avec des rendements énormes, avec des facilités extraordinaires en termes d'accès à l'eau que nous n'avons pas. Nous n'avons pas ces facilités-là. Ce qui fait que quand eux, ils récoltent avant nous à partir du 15 janvier, ils inondent le marché. Mais nous, quand on vient, le marché est déjà plein. Et c'est la situation à laquelle nous sommes confrontés. L'ARM est supposé réguler le marché. Au lieu de venir rencontrer les petits producteurs qui sont dans la zone des Niayes et de discuter avec nous sur quand est-ce que nous allons commencer à commercialiser notre pomme de terre, ils ont préféré quitter Dakar, traverser toute la zone des Niayes, aller jusqu'à Mbane pour rencontrer les Indiens, pour leur demander quand est-ce que vous allez commencer la commercialisation et quelle quantité vous avez. Et ils ont autorisé les Indiens à commercialiser jusqu'au 20 mars. Oui. Ce qui fait que nous, on a beaucoup de produits qui sont sur le marché que nous voulons liquider, mais nous n'avons pas la possibilité. On a des difficultés pour vendre cette pomme de terre. C'est là que nous en sommes. Oui, maintenant, vous me demandez à propos des filières. C'est l'exemple que je voulais donner. Quand on demande à l'ARM pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas consulté avant, vous êtes allé consulter des Indiens, des étrangers, de gros producteurs, pourquoi vous ne nous avez pas consulté? Ils vont vous dire que nous avons consulté ceux qui dirigent la filière pomme de terre. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est quoi une filière? C'est l'ensemble des acteurs qui opèrent dans le domaine de la production d'une des légumes. Oui. Ils ont une filière pour l'oignon. Ils ont une filière pomme de terre pour le chou, la tomate, etc. Ce qui est une aberration parce que celui qui cultive l'oignon, c'est la même personne qui cultive la pomme de terre et qui cultive les autres. Qu'est-ce qu'ils doivent tout cela, l'ARM ou la direction de l'agriculture? En ce moment, c'est très flou. C'est très flou. On ne peut pas dire que c'est tel. Normalement, c'est l'ARM c'est le ministère du Commerce qui est en charge de les organiser. Mais c'est très flou. Et j'avoue que je ne les blâme pas pour ça. Hein. Je ne les blâme pas. Je ne blâme pas l'ARM pour ça. C'est qu'ils ont trouvé ici une situation qui est un peu compliquée et qu'ils doivent redresser. Je disais que la filière pomme de terre, ils sont allés demander à ceux qui dirigent la filière pomme de terre, quand est-ce que vous allez commencer à commercialiser? Ceux-là leur ont donné une date qui n'a rien à voir, qui montre qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans la filière.
On ne peut pas... Filière, c'est quoi, comme je disais? C'est l'ensemble des acteurs qui opèrent dans ce domaine. Dans le domaine, par exemple, de la pomme de terre. Que ce soit les producteurs, que ce soit les commerçants, que ce soit les bana-bana, les chauffeurs, que ce soit les grands commerçants, etc. C'est eux tous qui constituent cette filière. Donc, la filière doit être un cadre de concertation qui permet de savoir à tout moment combien on est en train de produire, quand est-ce qu'on est en train de produire, combien on vend, à quel moment est-ce qu'on commence à vendre et tout ça. Mais ça nécessite une organisation que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais justement, vous les producteurs également, vous avez une part de responsabilité dans cela. Parce que vous ne vous entendez que sur votre désaccord en réalité. Il y a tellement d'entités, tellement de structures qui prétendent lutter pour les intérêts matériels et moraux des producteurs. Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'entités qui sont là. Comment on choisit ceux-là qui dirigent les filières? On fait des élections. Qui est candidat? C'est les dirigeants des associations de producteurs. Mais aujourd'hui, vous allez dans la zone des Niayes. Il y a tellement d'associations de producteurs qui sont là-bas, mais qui n'ont absolument personne à l'intérieur. Vous avez des associations qui sont là depuis 2000 et qui n'ont jamais tenu d'assemblée générale, qui n'ont jamais tenu de renouvellement. Des coquilles vides, quoi. Ce qui fait que c'est des coquilles vides et personne n'est là-dedans. Et la personne qui est supposée être le président de ces associations, il a le récépissé avec lui et partout où il va, c'est ça ce qu'il brandit. Et donc, il n'y a personne derrière eux. Maintenant, nous, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de renouveler, c'est de changer d'approche, de créer une grande coopérative agricole qui va de Kayar jusqu'à Gandiol pour pouvoir gérer en fait pas une filière mais l'ensemble des filières horticoles et même procéder à une sorte d'autorégulation. C'est exactement. Oui, parce que la sous-production également c'est de votre ressort. Tant qu'on aura une multitude d'associations ou bien une multitude de coopératives, soi-disant coopératives agricoles, on aura ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, nos producteurs qui sont à Kayar ou bien à Potou ne savent pas ce que ceux-là qui sont à Gandiol ou bien à Noto sont en train de produire. Ce qui fait qu'eux, ils vont produire aveuglément sans savoir est-ce que le marché sera satisfait, est-ce qu'il y aura une sous-production, est-ce qu'il y aura une surproduction, est-ce que les prix seront bons ou bien est-ce qu'ils seront mauvais. Donc ils produisent à l'aveuglette et on se retrouve dans des situations parfois de surproduction ou bien de sous-production. Je ne peux pas blâmer l'ARM pour ça. Je ne peux pas. Oui. Je ne peux pas blâmer l'État du Sénégal pour ça. C'est vous les producteurs. C'est nous. Oui. C'est à nous, producteurs, de nous organiser. Et c'est pourquoi le président de la République avait parlé de la création de coopératives agricoles lors du Conseil des ministres du 21 septembre passé. Et il a dit qu'il faut que l'on s'achemine vers les coopératives agricoles. Bon, moi, je vous dis que depuis 2 ans, j'organise des week-ends citoyens. Je pars dans des villages avec les membres de APACEN, du bureau de APACEN. On passe la nuit, on va le vendredi dans des villages, on va par village pour conscientiser les paysans. Et on passe la nuit là-bas. Le samedi, on fait la même chose. Dimanche, on fait pour les amener à s'organiser, à créer des coopératives agricoles. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau chez nous. Ce n'est pas nouveau. Mais le problème, c'est quoi? L'approche qu'on est en train d'adopter aujourd'hui, avec le PACAO surtout, c'est une très mauvaise approche. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils cherchent à créer une multitude de coopératives dans la zone des Niayes. Si on continue comme ça, on va se retrouver dans la situation dans laquelle on était avant que le président de la République ne parle de création de coopératives pour régler ces problèmes-là. On n'a pas besoin de multitude. On a besoin d'une grande coopérative très solide qui a les capacités institutionnelles de gérer toutes ce qu'on appelle les filières. Il faut les dissoudre complètement. Ah oui. Il faut dissoudre ces histoires de filières-là. Filière choupome, filière tomate, filière bassante, etc. Il faut dissoudre ça. Ça n'a pas de sens. Il faut avoir une seule et grande coopérative qui gère l'ensemble de des légumes qui sont les filières des légumes qui sont produits ici au Sénégal, et de manière à ce que les producteurs qui sont à Kayar puissent savoir ce qui se passe à Ndiobène Gandiol et que ces derniers puissent savoir ce qui se passe à Matam, de telle sorte à ce que nous puissions réguler les prix de manière à ce que le consommateur soit satisfait
de ce qu'il reçoit, le prix doit être raisonnable, la qualité doit être très raisonnable aussi. On s'achemine vers le mois du Ramadan qui sera suivi de Korité. Est-ce que vous pouvez rassurer les Sénégalais qu'il n'y aura pas de pénurie de ces différentes denrées-là sur le marché? Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de pénurie, c'est une affaire de surproduction. J'étais dans la vallée du fleuve il y a à peu près, ça fait pas une semaine, et il y a beaucoup d'oignons qui sortent. C'est de l'oignon de qualité, la qualité s'améliore de plus en plus là-bas, et la quantité s'améliore aussi. Dans la zone de Potou, Ndiobène, Gandiol, tout ça, il y a beaucoup d'oignons qui sortent. Nous n'aurons pas de problème de pénurie d'oignons. Nous avons assez d'oignons sur le marché. Pommes de terre, nous avons trop de pommes de terre parce que tout simplement, nous n'arrivons pas à vendre à cause de Sénégal. Comment vous conservez cette surproduction-là? On a des hangars où on les met. Il y en a d'autres qui conservent ça au niveau de leur champ en attendant de trouver un prix raisonnable pour pouvoir les vendre. Donc ça montre tout simplement que le marché est bien approvisionné en légumes, en pommes de terre. On a assez de pommes de terre et les autres légumes aussi on en a. Bon, pendant le mois de Ramadan, il y a certains légumes qui ne sont pas bien vendus comme le navet et autres, mais il y en a assez quand même. Et concrètement, qu'attendez-vous du gouvernement? Ce que nous attendons du gouvernement, c'est d'abord, quand on parle de politique agricole, on ne peut pas la définir sans parler avec ceux-là qui sont les plus concernés. On ne peut pas faire ça. Il faut parler avec les agriculteurs. Et ça, on n'a jamais fait ça. C'est pourquoi... Attendez-vous d'abord, vous les agriculteurs? Que nous nous entendions. Oui. Mais nous nous entendons très bien. Nous nous entendons. Oui, il y a tout à l'heure de division. Non, ce n'était pas des divisions. C'est-à-dire, quand vous avez quelqu'un qui est là depuis 2000 ou bien depuis 1997, il dirige une association qui n'existe pas, qui est une coquille vide, il a son récépissé depuis ce temps-là. Il n'y a jamais eu de renouvellement, il n'y a absolument jamais eu d'assemblée générale. Il a son papier, il l'utilise pour avoir des agréments par-ci, par-là, pour avoir des subventions par-ci, par-là. Celui-là, il va combattre ceux-là qui veulent des changements. Il ne va pas accepter. Mais ça, c'est des coquilles vides qui sont là et qui sont en train de... Ce sont eux qui causent des problèmes. Maintenant, ça, ce que nous attendons de l'État, c'est d'exiger des renouvellements de l'ensemble de ces associations et que sous la supervision des DRDR pour que l'on puisse savoir qui est qui. Il faut un diagnostic institutionnel de l'ensemble. Une élection de représentativité. Non, il faut un diagnostic institutionnel. Comme on l'a fait dans l'éducation. Il faut un diagnostic institutionnel. C'est-à-dire chaque organisation qui est là, l'État, à travers DRDR, fait un diagnostic institutionnel pour savoir qui est qui. En ce moment-là, on saura quel est l'interlocuteur avec qui on peut parler. Comme en ce moment-là, quand on a des projets comme Pacao, ils ne vont pas s'égarer et se gourer et aller faire des choses qui n'ont rien à voir, qui sont en déphasage, absolument déconnectés des réalités qui sont sur le terrain, avec de l'argent, un budget qui a été donné à l'État du Sénégal, et l'utiliser à des fins qui n'ont pratiquement pas de résonance sur les agriculteurs, du point de vue de leur organisation ou bien du point de vue de leur production. Est-ce que vos doléances ont trouvé un écho favorable auprès de la direction de l'horticulture? Le directeur de l'horticulture est un interlocuteur très... en tout cas, je suis très satisfait de lui. Et je suis très satisfait Il y a eu un bras de fer entre vous. Oui, mais je pense qu'il y avait une incompréhension. Ah bon. C'est-à-dire, le directeur, on lui avait posé des questions qui portent sur la commercialisation et il a répondu. Ce n'était pas son domaine. Son domaine, c'est l'agriculture. Il aurait dû laisser les réponses sur la commercialisation à ceux qui... Oui. En tout cas, chaque fois que je tape à sa porte, il ouvre. Chaque fois que je l'appelle, il répond. Chaque fois que je veux m'asseoir avec lui et discuter, il le fait. Donc, je n'ai pas de problème du tout avec le directeur de l'horticulture. Il n'y a pas de problème. Au niveau de l'ARM, nos relations s'améliorent de plus en plus. Nos relations s'améliorent. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour, en fait, plus de concertation avant que des décisions ne soient prises en termes de quand est-ce qu'il faut importer, quand est-ce qu'il faut fermer le marché, quand est-ce qu'il faut permettre aux Indiens de vendre ou pas. Et le ministère de l'Agriculture doit aussi faire des efforts. Je ne parle pas à la direction de l'horticulture, mais je parle au niveau du ministère. Ils viennent de signer un accord de 52 milliards ou 53 milliards avec la CNCR dans le cadre de la création des emplois.
je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. C'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut lancer un appel à candidature. Il faut définir un cahier de charges bien fait et présenter ce cahier de charges au public, demander à l'ensemble des structures qui sont